Et c'est parti pour les clés de l'IMO, le rendez-vous immobilier de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous allons tenter de dresser un premier bilan de cette année 2022 en matière d'immobilier. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Yann Géano. Bonjour Yann Géano. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes président de La Forêt France. Alors, j'ai envie de vous poser la question de manière un peu générale. Quel bilan vous pouvez faire de cette année 2022 en matière d'immobilier aujourd'hui ? Bien, l'année 2022 aura été un grand cru. C'est la deuxième meilleure année de tous les temps en volume de transactions. D'accord. Malgré ce que beaucoup prédisaient sur les prix, sur les volumes, sur l'accès au crédit. Une année qui s'est en effet divisé en deux morceaux, pas tout à fait deux semestres. Une première partie jusqu'à juillet-août, très dynamique sur la continuité de l'année 2021. Et puis une deuxième partie d'année qui a connu quelques périodes d'accalmie, quelques difficultés et quelques nuances, mais au final une très forte année avec des prix qui continuent leur progression, 4,7% au national, un marché toujours aussi fluide. Donc, quand on dit que l'année 2022 s'est déroulée en deux temps et avec une première partie très dynamique et une deuxième partie plus calme, si on reporte ça au global sur l'intégralité de l'année 2022, on reste sur une année quand même assez dynamique en matière d'immobilier. Plus qu'assez dynamique. On est sur une année exceptionnelle, 1 100 000 transactions, une fois de plus. Elle occupe la deuxième marche du podium, derrière l'année 2021 et devant l'année 2019. Donc, un très grand cru. Bon, alors on verra dans un instant un petit peu ce que vous prévoyez pour 2023. Juste avant, si on revient sur cette deuxième partie d'année 2022, ce qui a un petit peu changé la donne sur le marché de l'immobilier, c'est l'accès au financement. C'est la hausse des crédits, la hausse des taux d'intérêt des crédits immobiliers et surtout le sujet du taux d'usure en lien avec ces taux d'intérêt. C'est vraiment ce qui a freiné ce marché immobilier en deuxième partie d'année ? Alors, trois phénomènes. Le premier phénomène, c'est en effet le phénomène de l'accès au financement avec ce fameux taux d'usure que beaucoup de Français ont découvert. Bien sûr, oui, que tout le monde connaît maintenant. Maintenant, tout le monde le connaît, absolument, qui a empêché, mais surtout reporté certains projets. Les critères aussi d'octroi des financements du Haut Conseil de stabilité financière sur la durée de l'endettement et sur le taux d'endettement. Donc, ça a été les fameux 35% d'endettement. Exactement, 35%, 25 ans. Ça a été le premier frein. Le deuxième, ça a été le chassé-croisé des projets. On avait assisté sur les dernières années à un mouvement important de Français qui quittaient les métropoles pour aller vers les zones périurbaines, voire les territoires ruraux. Et on a observé sur ce deuxième semestre qu'on en a finalement maintenant autant de Français qui reviennent ou qui viennent des territoires métropolitains à l'extérieur des métropoles ou ruraux pour gagner le cœur des centres-villes. Parce que quand on fait sa calculatrice, avoir une maison à 50 km d'une métropole, c'est une deuxième voiture, parfois même une première, des frais d'énergie qui sont plus importants, un accès aux loisirs, au transport, aux services publics également différents. Donc ça, c'est le deuxième phénomène. Donc et le troisième, on ne quitte pas les villes, c'est ce que vous nous dites, finalement. On les quitte. Mais moins que ce qu'on attendait. Mais certains y reviennent également, et c'est notamment le cas des jeunes de moins de 35 ans qui voient un tremplin pour leur vie personnelle et professionnelle. Et puis le troisième phénomène, c'est le grand écart des prix, avec des prix qui ont continué à progresser, près de 5% d'augmentation sur le territoire national. Et malgré cela, des métropoles, Paris, Lyon, Bordeaux, qui voient leur prix baisser sur un an. Bien sûr. Cette fameuse maison en environnement rural qui a vu son prix baisser également sur un an. Et à contrario, les territoires périurbains avec une marge de progression et en tout cas qui donne une possibilité de pouvoir d'achat aux Français qui ont continué à augmenter, et puis les produits les plus recherchés lorsqu'on a vue sur mer, sur un monument historique dans un quartier très prisé, on reste sur des niveaux de prix très hauts, mais ça c'est nouveau, ça fait plusieurs années que les prix montaient partout, et bien là ils ont monté à certains endroits, ils ont reculé dans d'autres et se sont stabilisés également dans d'autres secteurs. Donc un peu plus de précision finalement sur l'évolution des prix sur l'ensemble du territoire, alors qu'avant on avait plutôt un marché linéaire, que ce soit à la hausse ou à la baisse, et plutôt à la hausse en l'occurrence. On avait un marché global qui aujourd'hui se fracture, et on retrouve une multiplicité de marchés et une certaine hiérarchie. Prenons l'exemple de Paris, on avait presque un prix unique dans Paris. Aujourd'hui, on a le centre de Paris qui vaut plus de 12 500 € du mètre.
l'Ouest qui vaut plus de 10 000 et l'Est qui vaut moins de 10 000 euros. Donc on retrouve la hiérarchie des arrondissements parisiens. Une question, alors le prix, ce qui fait le prix, c'est quand même la rencontre entre l'offre et la demande. Derrière ce sujet prix, qu'est-ce que vous avez pu constater en 2022 justement sur l'évolution de l'offre et l'évolution de la demande? Si on commence par l'offre, justement, cette fameuse maison en dehors de Paris, en milieu rural, est-ce qu'il y a plus ou moins d'offres qu'avant par exemple? Alors l'offre s'est reconstituée, là également pour plusieurs raisons. Tout d'abord des délais de vente qui se sont légèrement allongés. On a pris 2 jours de plus sur l'année 2022. On reste quand même en dessous des 90 jours largement. On est en dessous de 3 mois pour vendre un logement en France. Oui. En 2015, on était à 4 mois pour donner... Deux jours, ça ne change pas non plus radicalement une négociation ou un projet. Ça ne change pas, mais ça fait une offre qui se consolide légèrement. Deuxième phénomène, des vendeurs qui se sont dit que peut-être le marché immobilier dans leur secteur était en haut et que c'était le moment d'empocher leur plus-value, donc ils se sont précipités pour mettre leur logement sur le marché. Et puis troisième phénomène, on en parle depuis un moment, les logements les plus énergivores qui ont été mis un peu plus massivement sur le marché entre 2021 et 2022. Les logements classés F et G représentent 18% en 2022 alors qu'ils représentaient 12% des logements mis en vente en 2021. Notamment par crainte d'obligation de travaux sur ces différents logements, ce qui fait la transition avec la demande. Est-ce que la demande suit? Est-ce que la demande est très orientée vers un type de bien et justement ces logements énergivores restent sur le côté? Quelle typologie de la demande vous avez constaté, Yann Géano? Alors la demande est toujours supérieure à l'offre. C'est vrai qu'elle a ralenti. Une proportion importante de Français s'est mis en stand-by, s'est auto-censuré, notamment au sujet du financement, en se disant je verrai plus tard, peut-être quand je me serai constitué un apport ou quand les banques seront plus clémentes. Et puis la demande, là encore, s'est modifiée. On n'est plus uniquement sur cette maison en environnement rural, on va sur un appartement avec un extérieur en territoire périurbain et on regarde de nouveau l'investissement locatif, bien que l'année 2022 ait été un peu marquée par un retrait de l'investissement locatif. Alors justement, le sujet de l'inflation revient évidemment souvent sur les sujets qu'on traite dans cette émission. Quand on parle d'immobilier, alors cette progression des prix, finalement, on se rend compte que l'inflation n'a pas un impact direct sur un prix d'achat ou un prix de vente. En revanche, sur un loyer, ça peut avoir une incidence. Comment est-ce qu'on intègre ça quand on est futur acquéreur ou qu'on réfléchit à une stratégie immobilière? La première chose, c'est que 70% des projets immobiliers sont des projets contraints. Ce ne sont pas des projets de confort. Un enfant supplémentaire qui arrive dans le foyer, une séparation, une mutation, une succession. Donc on se doit de réaliser le projet immobilier. Donc l'inflation est neutralisée dans ces conditions-là. Et puis la deuxième chose, c'est que les Français ont quand même une brique dans le ventre, souhaitent être propriétaires de leur résidence principale, d'une résidence secondaire, d'un investissement locatif. Donc lorsqu'ils font leur opération, ils regardent plutôt le moyen, voire le long terme, mais ils ont des certitudes autour de la pierre valeur refuge qu'il a démontré sur la décennie passée. Donc peu d'impact aujourd'hui sur l'accès à proprement parler au logement. En revanche, sur la rénovation énergétique et sur le choix du logement, là, les Français s'y intéressent de plus en plus. Alors justement, si on prend ce sujet rénovation énergétique, qu'on le met en regard également des délais un petit peu plus longs que vous avez mentionnés, des 2 jours, d'un coût du financement qui est un peu plus élevé. Alors effectivement, depuis quelques jours maintenant, ou quelques heures même, on sait que ce taux d'usure devrait temporairement être ramené à un calcul mensuel, ce qui devrait permettre aux banques de relever un petit peu plus facilement les taux de crédit immobilier et donc de redonner un petit peu de fluidité au marché. Mais concrètement, est-ce que la période est un peu plus propice à la négociation, par exemple, quand on est acquéreur? Alors la période est propice, les négociations s'établissent autour de 4,5% en moyenne sur tout le territoire national à fin 2022. Lorsqu'on a un logement hautement énergivore, G essentiellement, on peut ajouter 5% pour les appartements et parfois jusqu'à 10-15% sur les maisons qui nécessitent des travaux importants. Encore faut-il que le vendeur soit conscient des réalités de marché, ne campe pas sur ses positions. Ou sur une estimation de 2019, par exemple, qui lui aurait fait miroiter un prix de vente plus haut que ce qu'il pourrait avoir aujourd'hui, par exemple. C'est notre travail, en effet, de rapprocher d'un côté les prétentions d'un vendeur des réalités du marché et de l'autre côté, d'accompagner un acquéreur vers un projet d'acquisition qui sera nécessairement
extrêmement différent de celui qu'il aurait pu réaliser il y a 2 ans. On l'a découvert récemment, Yann Géano, le taux d'usure, je le disais il y a un instant, va être calculé mensuellement de manière temporaire. Est-ce que ça ouvre des perspectives pour cette année 2023 en matière d'immobilier ? Oui, c'est une demande qu'on était nombreux, que moi-même que je portais depuis plusieurs mois. On attend d'autres évolutions. Ça va en effet permettre de le lié à la réalité. Ça va permettre aux Français de financer leur logement. Ça va nous permettre de jouer notre rôle sur les négociations. Il y a d'autres choses qui devraient être également bougées. Le taux d'endettement HCSF ne tient pas compte du patrimoine, par exemple, des candidats à l'acquisition. Certains candidats CSP++, pourraient également dépasser les 35% sans être en situation de surendettement. En tout cas, c'est une demande de la profession. Après, pour l'instant, Exactement. on est toujours à 35%, mais vous militez pour que potentiellement on puisse dépasser un petit peu ces 35% dans un environnement de taux un peu plus élevé. Exactement, qu'on soit sur du cas par cas pour certains profils. Là encore, l'objet n'est pas de surendetter les Français sur l'immobilier, mais sur des familles plutôt CSP+, de pouvoir leur permettre de dépasser ce 35%, notamment pour faire de l'investissement locatif et pour alimenter un marché qui est aujourd'hui extrêmement restreint, un parc locatif privé restreint. Et rapidement, Yann Géano, alors je sais que vous n'avez pas de boule de cristal, mais doit-on s'attendre à un volume de transactions en baisse pour 2023 et doit-on s'attendre à des prix qui continuent à reculer dans certains cas en 2023 ? Alors c'est le moment de se livrer en effet au pronostic. Je n'aime pas trop le faire. Sur les volumes, certainement qu'on va quand même avoir un premier trimestre où la transaction va être un peu plus grippée, donc il est vraisemblable qu'on passe sous le niveau du million de transactions, ou en tout cas autour du niveau de million de transactions sur l'année 2023. Sur les prix, je crois qu'il faut regarder un marché non plus dans sa globalité, mais regarder de manière fragmentée. Certains territoires vont baisser fortement, d'autres vont se maintenir, d'autres vont continuer à progresser. Donc on va dire qu'on sera pour moi, entre plus 2 et moins 3 sur les prix quand on fera l'addition, selon l'assortiment qui aura été vendu fin 2023. Merci beaucoup Yann Géano d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine commenter donc cette année 2022 en matière d'immobilier. Je rappelle que vous êtes le président de la Forêt France. Merci beaucoup. Merci. Et merci à vous. Et on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.